le retour d'Insaf, ça va? Ça va et toi? Ouais, Insaf El Hassini. Oui, c'est ça. Toujours. Tu n'as pas changé de nom, toujours la même. Je suis ravi de te recevoir ici. Alors, il se trouve que le petit contexte, alors ça sera publié un peu plus tard, mais bon, je rentre de vacances tout frais. Voilà, à l'instant, première chose que je fais, j'enregistre avec toi. Je disais que j'étais heureux, déjà, d'enregistrer un podcast et encore plus avec toi. Merci. Donc voilà, on va parler pas mal de choses. On va parler notamment de négociation, de salaire. Notre premier épisode était déjà autour de sujets. Ouais. Toi, aujourd'hui, pourquoi tu es à fond là-dessus? Alors déjà, avant de commencer dans le vif du sujet, merci. Ouais. C'est un plaisir d'être là avec toi, Mathieu. Et c'est d'autant plus un plaisir que c'est la deuxième fois que tu me reçois. Et que pour la publication de mon deuxième livre, donc vraiment j'apprécie, je suis très honorée. Et avant même de commencer, juste petit feedback, j'ai adoré l'épisode avec Carlos Ghosn. Il est magique. Trop sympa. Magique. J'invite tout le monde à aller l'écouter. Écoute, il y en a beaucoup qui l'ont écouté. On est content. On est allé se le chercher à Beyrouth. On a travaillé presque 2 ans pour avoir ce rendez-vous et cet enregistrement. Mais on s'est régalé. On a bien bossé. Ouais. Mais c'était cool. Il est magique. Et j'ai hâte d'écouter celui avec Valentin Crête. Et pour la petite histoire, mon mec est fan de l'agence. Et donc, c'est hyper rigolo. Je lui en ai parlé. On va l'écouter ensemble, je pense. Vous allez vous régaler parce que je crois que, en tout cas, les retours sur LinkedIn sont aussi sur le fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage, quoi. Ces podcasts, tu vois, je suis revenu pour faire ma petite confidence. Je l'ai pas dit ailleurs, mais je suis revenu de Beyrouth en me disant, j'ai peut-être pas été assez sur le personnel avec Carlos Ghosn. J'ai peut-être pas été assez sur comment t'es en prison, comment ça se passe avec tes proches, ta femme, etc. Puis après, je me suis dit, non, mais c'est pas mon registre, ça, c'est des trucs je fais pas du voici, du pathos, c'est des choses comme ça. J'aime bien, après, comprendre un peu intérieurement les ressources intérieures que tu vas chercher, c'est intéressant. Cependant, après, je me suis dit, ouais, mais au niveau business, au niveau apprentissage, on a fait le taf et ça, c'est le principal. Ouais, voilà. Je pense que tu as été parfait parce que la ligne est ultra fine entre être intrusif et entrer dans l'intimité. Ouais. Il a vachement partagé des trucs perso. Et des trucs business, donc je pense que tu as été très bien. Et donc Valentin Crête, c'est pas mal aussi dans l'esprit, c'est-à-dire que tu apprends pas mal de choses et la vision. Moi, ce qui me fascine en ce moment, il y a plusieurs choses, mais c'est évidemment l'intelligence artificielle, ça tout le monde l'a bien compris, ça me fracasse le cerveau, mais c'est aussi la manière dont tu utilises les contenus, la création de contenu, et toi tu le fais bien, des livres, un podcast, Ma Juste Valeur, t'es coach, en plus de tout ça, tu as un CDI quand même, on le rappelle, donc chez Unicredit, et l'utilisation donc de ces contenus comme levier pour toi, pour ta carrière, pour t'épanouir, pour plein de choses, je trouve ça hyper intéressant, et ça il le raconte très bien, donc je pense que tu vas te régaler avec ton mec. J'ai hâte. Alors, pourquoi cette négociation, quelle est cette passion sur la négo salariale? D'où te vient tout ça, l'accompagnement on va dire des salariés d'ailleurs, des collaborateurs? Écoute, moi je suis passionnée par les relations équilibrées. C'est un truc qui me passionne. On en a parlé dans le premier épisode qu'on a enregistré ensemble, donc que les gens n'hésitent pas à aller écouter s'ils veulent. Moi, ce qui m'a amenée à m'intéresser à la négociation salariale, c'est une histoire d'inégalité salariale, une expérience d'inégalité salariale. Et en fait, quand j'ai commencé à lire du contenu, à me renseigner sur le sujet, je me suis rendu compte que la négociation salariale, la négociation tarifaire, la négociation commerciale, l'art de la négociation de manière générale, il y avait toujours une approche qui était liée à un rapport de domination. Soit tu domines l'autre, soit l'autre te domine. Et en fait, c'est complètement faux. La négociation, c'est la mise en place d'un contrat écrit ou tacite ou verbal, dans lequel les deux parties doivent être convaincues qu'elles font le meilleur deal. Et c'est ça l'art de la négociation. C'est comment tu verbalises la contrepartie que tu apportes à ton client, à ton employeur, un acheteur d'un bien immobilier par exemple, et comment tu l'amènes à avoir la même perception que toi tu as de ta valeur. Et en fait, c'est un rapport de collaboration dans lequel on a des relations équilibrées, dans lequel on est content. Quand on se tape dans la main, tout le monde est ravi. Alors que quand on est dans un rapport de domination, et c'est la manière dont l'art de la négociation a été présenté dans le passé, c'est qui va plus dominer qui? Bip l'autre. Trump. Voilà. Ouais. Et c'est pas du tout ça, parce que The art of the deal. Exactement. Ouais. Et ça, en fait, c'est une vision court-termiste, parce que oui, si tu me tords le bras aujourd'hui, Mathieu, je vais te dire oui, mais le jour où j'aurai la possibilité de te faire payer, mais je vais me venger,
vraiment puissance 10. What goes around turns back around, Exactement. comme dirait Justin Timberlake. Qu'on embrasse et qu'on salue. Wesh, Justin. Qui nous écoute, évidemment, parce qu'il adore la martingale. Déterminer sa valeur, savoir ce qu'on veut, formuler sa demande correctement. Ça, c'est ce qu'on a vu dans ce premier épisode, l'épisode 178. On était plutôt sur une approche, on pose les bases, d'accord ? Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on aille... donc là, réécoutez-le encore une fois si vous ne l'avez pas fait, ou même si vous l'avez fait, réécoutez-le, ça fait du bien. On était sur donc négocier son salaire, négocier une augmentation. Là, on va être un peu plus sur des cas concrets, si tu me permets. L'objectif, c'est de reprendre un peu les idées de ton deuxième livre, donc 50 phrases pour négocier votre prochaine augmentation. Alors, ce qui est moche dans l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est que je vais encore une fois me passer pour l'affreuse personne qui est en face de toi et qui ne veut pas, tu vois. Et donc voilà, je vais demander déjà à tous mes collaborateurs de ne pas écouter ce podcast. Je pense que j'ai fait cette pauvre blague toute débile la dernière fois. Et en plus, je le pense pas parce que j'aime aussi les relations équilibrées. Et à la fois, pardon, je vais pas dire que j'aime pas les relations équilibrées, je vais pas revenir sur ce que je viens de dire. J'ai quand même un truc où je me dis, est-ce que, tu vois, dans les grosses boîtes, tu vas faire des augmentations un peu prévues, etc. Dans les plus petites boîtes, je viens quand même d'un endroit où tu te dis, bon, bah, attends, tant qu'ils ne demandent pas, tu vois, alors c'est pas si vrai que ça, parce que si on me demande pas tous les ans, je vais pas nécessairement, ou tous les 6 mois c'est un peu court, mais tous les ans, une augmentation, je vais pas forcément la faire. Si au bout de 2 ans, je vois que j'ai pas augmenté une personne depuis 2 ans, on va en parler, tu vois, et potentiellement ça vient de mon fait. Et puis si je dois même aller plus loin dans mes proches collaborateurs, d'ailleurs récemment, j'ai vraiment tendu la perche et fait une grosse augmentation de mon côté pour une raison qui me regarde, mais parce que c'est une personne de valeur que je voulais garder, tu vois. Donc, en effet, je suis pas toujours comme ça, mais souvent, tu te dis, bon, attends, on avance, on me demande rien, j'avance, quoi, tu vois. Alors, déjà, il y a 2 précisions à faire. 1, t'es pas le gros affreux de service. Parce que la réalité, c'est que c'est vrai qu'on a le sentiment qu'une personne qui nous fait une objection, forcément, elle est dans une démarche où elle ne veut pas. Elle est malveillante, elle nous veut du mal, elle veut pas nous augmenter, elle en veut plus pour elle. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Une personne qui te fait une objection, que ce soit un client, ton employeur, ton manager, un acheteur pour un bien immobilier ou un acheteur pour une veste sur Vinted, peu importe la personne, en fait, elle te donne juste de la visibilité sur ce qu'elle pense. Et elle le pense. Et des fois, la manière dont on dit les choses, c'est pas toujours sympa, mais en fait, elle défend juste ses intérêts. Et donc, déjà, c'est très important de shifter son état d'esprit en se disant, la personne en face de moi, elle me veut pas forcément du mal. Elle est juste en train de verbaliser quelque chose pour que je comprenne quelque chose. Et donc, des fois, ça sort mal. Bon, évidemment, on met de côté tous les cas où t'as des employeurs toxiques, des acheteurs toxiques, des nounous toxiques. Bref, tout le monde est toxique. Bref, il y a toujours ces cas-là. Et effectivement, dans ces cas de figure, la personne, peut-être, elle te veut du mal. Et encore, on pourrait argumenter là-dessus. Mais c'est très important, dans un premier temps, de pas se dire, la personne en face de moi avec qui je discute, elle veut forcément me la faire à l'envers. Il faut juste se dire, c'est une opportunité pour moi de comprendre comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, et de pouvoir l'éclairer sur ma façon à moi de réfléchir et de comprendre les choses. C'est vraiment ça qui est très important, et c'est important de le dire parce que ça, c'est la première chose que les gens m'ont dit quand je leur ai demandé de partager les phrases. Ils m'ont dit, ah bah moi ils m'ont dit ça, et moi il m'a dit ça, et tu te rends compte, elle m'a dit ça. Et donc pour moi, c'était bien aussi de clarifier ce point-là avant de commencer. C'est très clair. Non, mais c'est sûr, quand je dis moi, je me mettrai l'affreux en face, c'est que dans mes podcasts, souvent, je suis un peu la voix divergente. Je suis là aussi pour un peu contre-argumenter et challenger. La base de ce livre, c'est de se dire qu'à l'école, on apprend un métier, mais on n'apprend pas justement à être rémunéré à sa juste valeur. Déjà, tous les combien on demande une augmentation ? Autant de fois que le périmètre de ton activité initiale pour lequel tu as signé un contrat de travail ou une mission quand tu es freelance évolue. Ok. Ça, c'est la théorie. Après, tu as la pratique. Donc, dès qu'on te dit tiens, j'aimerais que tu fasses ça en plus. Alors, non, évidemment, parce que franchement, tu peux, hein. Tu peux. Après, à toi de voir comment ton client, ton employeur, etc. le reçoit et comment il réagit. Mais l'idée, c'est de se dire, et tu sais, moi, la méthode Ma Juste Valeur, comme je t'ai dit au départ, c'est comment on remet de la collaboration dans la négociation salariale et comment on fait pour parler d'argent au travail de manière sereine. 3 piliers. 1, qu'est-ce que je vaux ? C'est quoi le prix de mes diplômes, de mes compétences, de mon expertise, de mon expérience ? Ça vaut quoi concrètement ? Tu prends une maison en Corse d'architecte face à la mer, ça n'a pas le même prix qu'un 5e étage mansardé avec toilette sur le palier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc déjà, 1, qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que mes compétences valent sur le marché de l'emploi ?
ou du travail. 2, qu'est-ce que je veux ? C'est quoi que je veux ? Est-ce que je veux une carrière qui va tout péter ? Est-ce que dans quelle tranche de vie je me situe ? Est-ce que je suis junior ? Est-ce que je viens d'avoir un enfant ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie à date ? Est-ce que quand je suis un freelance, est-ce que je veux être solopreneur, 2500 € par mois et ça me va ? Est-ce que j'ai envie de monter ma boîte à 1 million d'euros ? Est-ce que j'ai envie de devenir multimilliardaire ? Bref, est-ce que je vais avoir une boîte avec 48 salariés ? Qu'est-ce que je veux ? Dans quelle tranche de vie je me situe quand je suis une salariée ? Et dans quelle tranche de carrière aussi ? Et quand tu es freelance ou entrepreneur, dans quelle tranche de vie de l'entrepreneuriat je me situe. Et 3, comment je demande pour obtenir. La question, c'est de se dire, pour répondre à ta question, à quel moment tu demandes une augmentation ? Tu as un deal de départ qui a été mis en place. Toi, tu me payes pour faire A plus B plus C plus D. D'accord ? À partir du moment où moi, je m'aperçois que tu me payes pour faire A plus B plus C plus D plus E plus F plus J, blablabla, bah là, à ce moment-là, je vais te voir et je te dis, il y a un rééquilibrage de rémunération à faire parce que le deal de départ a évolué. Et donc, comme mes tâches ont évolué, le deal a évolué, ma rémunération, il est légitime qu'on la fasse également évoluer. Donc, c'est pour ça que je te dis, à partir du moment où tu t'aperçois que le périmètre de départ a évolué. Si moi, tu me demandes de faire ton site internet et qu'au-delà du site internet, après, tu me demandes de rédiger des pages de vente, c'est évident et légitime que le prix de départ évolue. Là, tu me chauffes sur des trucs que je connais bien, parce que quand tu mets pas de périmètre sur le site internet, c'est infini. Oui, je te fais un site internet. Alors, attends, mais le logo, non, mais le logo, c'est pas dans le site internet, et voilà, et en effet, les pages de vente, enfin, pour ceux qui comprennent, qui connaissent ces métiers, c'est infini, et donc si tu délimites pas bien le périmètre, ça peut être. Si je viens sur un ensemble, déjà, moi, j'ai remarqué un truc. Alors, je me mets du côté employeur, là, pour que les gens qui sont pas de ce côté-là le comprennent. J'ai pas mal shifté en vendant mon agence l'année dernière et en allant plus sur du contenu. Il y a des modèles économiques très différents. Il faut vous passer aussi, il faut comprendre les personnes en face et leur budget et leur vision. Quand tu es dans une agence, tu vas vendre des personnes. Et les personnes, c'est pas extensible, c'est pas scalable, comme on dit. La scalabilité est limitée, c'est-à-dire que on va dire qu'une personne te coûte, enfin envoyer, allez, j'exagère un peu, mais entre 80 et 100 000 euros par an en France, quelqu'un de diplômé, etc. Ouais. Et tu dois aller faire 120, 130, 150 euros de chiffre d'affaires pour vraiment avoir une marge correcte avec toutes les charges qu'il y a autour, les impôts, les choses comme ça. Et donc, je veux dire, ces personnes-là, tu peux pas les payer plus qu'un certain montant. Parce que si jamais tu les augmentes de 10 000 ou 20 000, en fait, tu vas devoir passer de 110 pour les coûts. Enfin, les 10 000 d'augmentation, ils vont te coûter 115. Tu vas pas devoir passer à 180 de revenus. Enfin, c'est compliqué. Et puis, tu as des business de produits plus, donc moins de services. Les podcasts ou la prod, en fait, ça te coûte pas forcément beaucoup plus cher, même si c'est pas complètement vrai, de faire, je sais pas moi, 1 million de revenus que 10 millions de revenus. Ouais. Enfin, encore une fois, je mets des guillemets, mais c'est pas lié nécessairement au nombre de personnes. Tu prends Thibaut Inchep que j'ai reçu là, il fait plein de vidéos tout seul, quoi. Il en fait plusieurs par jour, et en fait, il a pas besoin d'équipe de ouf, et il a 27 millions de followers. Donc, parfois, dans certaines boîtes, et c'était le cas avant chez Cosa Vostra, tu vas répondre à tes collaborateurs tout simplement. Alors, je vais te prendre des phrases que tu avais pu mettre dans ton livre, mais désolé chérie, mais j'ai pas le budget, en fait, c'est pas possible, ça rentre pas. Je peux pas faire rentrer un carré dans un rond. J'adore cette question, c'est super cool qu'on commence avec celle-ci. Parce qu'en fait, c'est la réalité du terrain. La principale raison pour laquelle les gens ne peuvent pas vos employeurs... Je n'ai pas l'argent. Ils n'ont pas la thune, en fait. Ça va pas plus loin que ça. Ils n'ont pas l'argent. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que moi, vraiment, ma juste valeur et ma méthode, c'est sur 3 étapes. Qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je veux ? Comment je demande pour obtenir ? Là, on est clairement sur le « qu'est-ce que je veux ?» Déjà, la première question à se poser, c'est déjà, est-ce que mon employeur qui me dit qu'il ne peut pas m'augmenter, est-ce que déjà, de base, je suis peu ou prou rémunéré à ma juste valeur du marché ? Ça, c'est la première. Si c'est oui, mais que je suis dans la fourchette basse et j'aimerais monter sur la fourchette haute. Parce que c'est toujours une question de fourchette. On n'est pas dans le juste prix avec quelqu'un qui vaut 37 753. Non, c'est toujours entre 30, 35, 100, 150. Et plus tu montes, et plus c'est 200, 400, etc., etc. Donc là, si tu es entre 30 et 40, si ta valeur sur le marché est entre 30 et 40, et que toi, voilà, merci, et que tu es payé 32 000 euros
brut par an, et que tu te dis, moi, j'aimerais bien obtenir 40, donc je vais aller demander à Mathieu 40 000 euros par an. Et que Mathieu, en face de moi, me dit, je suis désolée, Insaf, moi, j'ai pas le budget, j'ai pas la thune. J'adorerais te les donner, mais je ne peux pas matériellement. Dans ce cas-là, il faut se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Dans quelle tranche de vie je suis dans ma vie? Et c'est là où tu fais intervenir des avantages en nature. Parce que toi, Mathieu, si tu ne peux pas me donner ces 40 000 euros bruts par an, et que à date, je suis à 32K, ce que tu peux me donner, c'est peut-être une réduction de mon temps de travail au même salaire. Et là, je vais te dire, moi, je viens d'avoir un enfant, ou je suis maman, ou je suis parent, papa, et j'ai envie, d'avoir un peu plus de temps pour ma famille, parce que c'est ça que je veux, c'est la tranche de vie dans laquelle je me situe. Je vais dire à Mathieu, écoute, ce que je te propose, c'est de ramasser mon temps de travail sur 4 jours, passer au 4/5e, mais tu continues à me payer 100% au lieu de 80%. Et le travail sera fait. Le travail sera fait. Et je délivrerai, le travail sera fait. Toi, tu ne peux pas... Donne-moi mon mercredi après-midi, 9/10e, ok. Tu ne peux pas lui donner d'argent, mais tu peux lui donner du temps. C'est ça le plus important. De quoi j'ai besoin à date? On n'a pas toujours besoin d'argent. Des fois, on a besoin de réduire nos coûts, nos frais. Dans ce cas-là, Mathieu, tu ne peux pas me donner une augmentation, mais dans la loi, il y a un budget formation que toutes les entreprises sont obligées d'avoir. Est-ce que je peux taper dans ton budget formation? Parce que mon objectif à terme, c'est d'avoir tel poste. Mais pour avoir tel poste, il faut que je fasse un diplôme spécifique, un MBA, un truc. Tu peux pas me donner une augmentation, mais tu peux peut-être me donner ça. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi à date? Sachant que le timing, tu vois, il est intéressant. Je veux dire que si tu as une demi-journée ou une journée en plus, et qu'en plus tu as le droit, il ne faut pas avoir des contrats d'exclusivité totale, il faut déloquer un peu le machin, mais dire laisse-moi bosser en freelance sur un truc connexe. Je ne vais évidemment pas te concurrencer. L'employeur, il est toujours méfiant du freelancing parce qu'il se dit attends, lui, il va aller faire la même chose pour il va me concurrencer solo. Donc, il faut juste rassurer les personnes là-dessus, mais en disant, en effet, moi, laisse-moi gagner un peu plus, faire autre chose, voilà. On m'a donné un type dans un autre univers hyper intéressant. T'as des apparts en location, toi, ou pas? Ouais. Dans Paris ou pas? Oui. Ouais. Donc, tu sais, aujourd'hui, un encadrement des loyers dans Paris, donc tu peux pas... voilà. Et donc, dans les choses qui te permettent de bouger un tout petit peu au-delà de l'encadrement des loyers, alors tu as les co-living et des choses comme ça, mais par exemple, tu as une petite technique, c'est que dans le contrat, si par exemple tu autorises ton locataire à sous-louer sur Airbnb, ça va lui permettre potentiellement de diminuer son loyer. D'accord. Comme lui, c'est sa résidence principale, il a le droit de sous-louer. Si tu l'autorises à faire ça et qu'il le fait un peu, tu peux potentiellement à la marge bouger être hors cadre sur l'encadrement des loyers. Vérifier, c'est un avocat qui me l'a dit, un mec très 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 connu, Dimitri, il se reconnaîtra. Je pense qu'on fera un épisode là-dessus prochainement. Mais donc voilà, c'est un peu la même chose, c'est dire attends, tu bosses au 9/10e, moi je te laisse, quand tu pars en week-end, tu peux louer ton appart. Ouais. Et tu vas prendre 300 balles la nuit, donc ton loyer, tout d'un coup, il va passer de 1000 à je sais pas, à 400, tu vois. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Et tu vois, pour donner des tips aussi aux gens, parce qu'on est dans une période et une époque où les salariés se diversifient de plus en plus. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont salariés et à côté, ils font d'autres choses. J'en suis la preuve existante. En fait, ce qui peut être intéressant aussi, d'ailleurs, pour les employeurs, la première chose à faire pour vous sécuriser, vous faites une clause de non-concurrence dans le contrat avec un avenant si elle n'est pas présente dès le départ. Comme ça, la personne en face de vous, votre employé, elle peut vraiment faire ce qu'elle a envie de faire tranquillement. Et vous êtes sécurisé, tout le monde est sécurisé. Je parlais du 4/5e rémunéré au taux plein. Donc, on travaille 4 jours, mais on est rémunéré 5 jours. Ça, c'est idéal pour ceux qui veulent lancer leur activité. Tu es directrice juridique, ton rêve, c'est d'être coach en négociation salariale, de monter une boîte, un podcast, etc. Tu vas demander, au lieu de demander 20% ou 10% d'augmente, tu vas demander une journée off par semaine. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Toi, tu es au 4/5e, toi? Non, moi, je suis une machine de guerre, Mathieu. Mais voilà, c'est pour donner aussi un exemple. Il y a pas que, le temps en plus, c'est pas que pour les parents, c'est aussi pour ceux qui veulent développer leur business. Et de toute façon, à date, vu l'inflation, vu la situation et le contexte économique, moi, je pousse les gens à vraiment monétiser leur savoir, monétiser vraiment leurs expériences, etc. Et avoir un side kick, comme on dit, un side geek. Alors, Insaf, je vous augmente pas, mais vraiment, j'admire votre implication. Merci Mathieu, je suis ravie que tu aies cette reconnaissance de mon travail. Néanmoins, il est très important pour moi que je sois reconnue aussi financièrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là-dessus? Tu vois? Parce que ça, j'adore cette phrase-là où on dit il y a plein de managers, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que certains managers, la difficulté pour eux, c'est qu'ils ont les pieds et les poings liés.
c'est pas eux qui décident du budget. Non, moi, je vois ça dans les boîtes dans lesquelles mes meilleurs potes, ma femme, tout le monde bosse soit en finance, soit dans les GAFA, etc. T'as des grilles, elles sont là, tu bouges pas, en fait. C'est mort. Ouais. Tu peux rien faire. Ouais. Alors en pratique. Alors. Parce que il va te dire je t'adore, mais moi j'ai les pieds et les mains liés, c'est pas moi qui donne l'enveloppe, c'est pas moi qui décide. Mais j'apprécie énormément ton travail. Là, il est très important d'apporter déjà une réponse pour marquer le lien humain et le lien de confiance que tu as avec ton manager ou avec ton employeur. Tu lui dis merci. Merci de reconnaître mon travail, merci déjà de le dire, c'est très important. Mais moi, j'ai aussi besoin d'une reconnaissance financière et je suis sûre que tu peux comprendre. Tu vois ? Mais moi aussi, j'ai besoin de cette reconnaissance financière et je suis sûre que tu peux comprendre. Tu peux le comprendre. Est-ce que tu peux le faire ? C'est pas dit, mais tu peux déjà le comprendre. Je le comprends, Insaf. Merci. Alors, ma question, ce serait de savoir à qui est-ce que je peux formuler cette demande, qui est décisionnaire pour que je puisse porter ma demande auprès de lui ou d'elle. Bah, Steve Jobs, vas-y, direct. Ah ouais, il est plus là. Dommage. Il est plus là. Non, mais en général, on va te dire, tu peux voir les RH, c'est pas moi qui décide, c'est les RH. C'est pas moi qui décide, c'est le N+2, le N+3, Steve Jobs, le CEO. Dans ce cas-là, toi, il faut que tu saches déjà qu'est-ce que tu veux. Encore une fois, qu'est-ce que je veux et comment je demande pour obtenir. Là, tu es face à un exécutant, pas un décisionnaire. Dans toute la noblesse du terme, quand je dis exécutant. Tu ne demandes pas aux exécutants. Tu demandes aux décisionnaires. Donc à ce moment-là, tu t'assures de sécuriser ton lien de confiance avec ton manager en lui demandant s'il est OK, pour pas qu'il se sente bypassé, d'aller voir le décisionnaire qui décide. Et s'il faut que tu remontes la chaîne comme ça, les RH vont te dire c'est pas nous, c'est machin, jusqu'au CEO, tu remontes au CEO. Et ça aussi, ça passe par demander pour obtenir. On demande à la bonne personne. Et du coup, quand quelqu'un te dit je peux pas financièrement mais j'apprécie ton travail, merci. Ça veut dire que tu es un de mes alliés. Dans ce cas-là, est-ce que tu peux me diriger vers la personne qui décide ? Les RH ou autres. Et je peux pas te diriger vers ces personnes. De toute façon, tout est bloqué, tu sais. Ça servira à rien. Je comprends ta position, mais j'ai quand même besoin de savoir et j'ai quand même besoin, pour aller au bout de ma démarche, d'interroger la personne décisionnaire. Juste avant de poursuivre cet épisode, j'aimerais vous parler de mon partenaire eToro. eToro, c'est ma plateforme d'investissement préférée. Il y en a beaucoup qui le savent. Ça fait 5 ans que ça dure. Avec eToro, vous pouvez investir facilement. Vous pouvez d'ailleurs investir dans plus de 700 ETF. J'ai bien dit 700. Les ETF vous permettent d'investir dans un indice ou un secteur tout entier. Ça peut être le S&P 500, le CAC 40, les plus grandes entreprises mondiales, la tech américaine, ou même des ETF obligataires ou des matières premières. Et pour débuter, c'est beaucoup plus simple que de choisir une action une par une, parce que ça, c'est vraiment un enfer. En plus, vous pouvez investir à partir de 50 €. Je voudrais sincèrement remercier eToro de me faire confiance depuis 5 ans sur la martingale. Et si vous voulez en faire de même, cliquez sur le lien en description de cet épisode. Vous pourrez investir à partir de 50 €. Allez, c'est reparti pour l'épisode. Bon, Insaf, on va pas chipoter pour 250 € d'augmentation quand même. Celle-là, je l'adore. Je l'adore parce que en fait, ça te ramène au truc le plus terre à terre de la terre. C'est drôle pour moi parce que je maîtrise, mais en fait, quand moi je te dis ou quand toi tu me dis, mais attends, tu vas pas chipoter pour 250 balles, Insaf quand même. On se connaît depuis 15 ans, on travaille ensemble pour 15 ans, et là tu me fais chier pour 250 balles. Tu gagnes 7 000 € par mois déjà, tu vois. Ouais, tu gagnes 7 000 € par mois, et là tu me fais chier pour 250 balles. Là tu te dis, ok, est-ce qu'en fait je suis quelqu'un de vénal ? C'est que en fait là tu viens me casser les pieds juste parce que t'aimes trop la thune. C'est un peu ça en filigrane. Alors qu'on a tellement de chance dans cette entreprise. Regarde ces bureaux comme ils sont merveilleux. Merveilleux. Tous ces avantages, tes collaborateurs qui sont tellement sympathiques. Et c'est vrai en général, tu vois. Quand quelqu'un s'autorise à dire ça, c'est qu'il y a plein d'à côté qui font que c'est génial. Toi, à ce moment-là, qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je veux ? Comment je demande pour obtenir ? Qu'est-ce que je vaux ? Est-ce que déjà, tu es rémunéré à ta juste valeur en fonction des prix du marché ? Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire, qu'il faut vérifier. Si c'est oui, si comme d'habitude on a dit qu'on est entre 30 et 40 cas par an et que toi tu es à 32, que tu viens de demander 40 cas et que non, peut-être pas 40 cas mais que tu viens de demander 32 500 par exemple et que toi tu me dis mais tu vas pas chipoter pour 250 balles. Bah la question c'est qu'est-ce que je veux ? Tu peux lui demander à côté d'avoir un 4/5e, enfin voilà, tous les avantages en nature qu'on a déroulés auparavant. Et 3, comment je demande pour obtenir ? Donc là, le problématique dans le 3, là on est clairement dans le 3, c'est de se dire, ok, comment je m'assure qu'ils comprennent que je ne suis pas quelqu'un de vénal, que je fais pas ça pour lui casser les pieds et que je fais ça pour autre chose. Et dans ce cas-là, tu lui dis, je pourrais te retourner la même question en fait, Mathieu. Pourquoi toi tu montres autant de résistance pour juste 250 € par an ? Là déjà tu comprends. Peut-être qu'il va te dire, écoute, parce qu'en fait les 250 € par mois,
pas par an. En fait, c'est 500 € par mois, tu multiplies ça par 12 et ça me fait 7000 € par an. Donc en fait, les 250 € par mois pour toi, ça me coûte. Le coût de revient pour moi, c'est 7000 € par an. Tu comprends bien que ce n'est pas négligeable. Ok. Déjà, tu as la première information. Deuxième information que tu vas aller chercher. D'accord, donc c'est une question de budget ou c'est une question de valeur perçue de mon travail? C'est une question de valeur perçue de ton travail, Insa. Je suis désolée, mais tu es déjà très bien payé. Je vois pas pourquoi je vais aller te donner 250 € par mois de plus, surtout que moi, ça va me revenir 7000 € et que, pour moi, tu es déjà suffisamment payé. Donc, je ne pense pas que ton travail mérite que je m'enquiquine autant pour te donner 250 € par mois en plus. Bah, Mathieu, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pour toi, la valeur perçue de mon travail, c'est ça. Je te rappelle. Et peut-être que tu n'es pas au courant, mais je vais donner un peu plus de visibilité sur ce que je fais. J'ai été embauchée pour faire A plus B plus C. En réalité, là, depuis 2 ans, je fais A, B, C, D, E, F. Alors oui, c'est vrai, C, D, E, F, c'est des trucs qui te semblent minimes, mais un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu. La fameuse théorie des intérêts composés, bah, ça fait boule de neige et ça fait beaucoup de choses. Et là, tu rebondis sur un truc, c'est que j'allais y venir, les intérêts composés, les 250 €. En fait, j'aurais pu commencer par ça, je voulais d'ailleurs commencer par ça, mais ces augmentations, elles sont importantes. Alors là, il faut faire attention parce que là, je vais revenir d'un point de vue personnel, individuel, pour chacun. D'un point de vue subjectif, elles sont importantes parce que les 250 €, les 3000 € par an, généralement, si c'est quelque chose que tu peux placer dont tu n'as pas forcément besoin, mais qui est quelque chose... Là, ça va changer la fin de ta vie. Enfin, je veux dire, c'est là où ces 250 €, toi, tu les places, tu les mets pour plus tard, tu les mets sur un PER, vous écoutez les bons épisodes de La Martingale et vous verrez que c'est ça qui va changer. Donc, tu auras 250 € maintenant. En plus, dans 2 ans ou l'année prochaine, tu auras aussi potentiellement 250 €, puis encore 250 €. Quand tu loupes une année, l'année d'après ou l'année où tu vas demander 500, on va te dire, mais 500 €, mais t'es malade ou quoi? Ouais. Tu vois, donc Absolument. vaut mieux avoir des petites augmentations assez fréquentes qu'une grosse qui est plus difficile à avoir, quoi, finalement. Oui, complètement d'accord avec toi. Ok. Complètement d'accord. Et du coup, je fais un parallèle avec les freelances. Les freelances, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Toutes les années, vous êtes obligés d'augmenter vos tarifs, ne serait-ce que pour vous aligner sur le coût de l'inflation. Parce qu'en fait, la prestation aujourd'hui vaut 10, mais le coût de la vie a augmenté. Donc en pratique, il ne vaut plus 10, mais il vaut 11,19 par exemple. Et donc c'est hyper important ça, de faire des petites augmentations comme ça. La stratégie des petits pas. Exactement. Mais alors après, et ça c'est valable partout, moi je l'ai découvert d'un autre côté. Aujourd'hui, alors, tu vois, j'ai refait des contrats pour des locations de bureaux, mais je fais ça sur des locations individuelles. J'indexe ça sur les... Il y a toujours, tu sais, des trucs en vigueur, les prix des... Oui. C'est pas que l'inflation, hein, selon l'immobilier, etc. Ouais. Et moi, les loyers, normalement, tu dois faire un avenant, envoyer deux mois avant, prévenir, et puis le locataire peut te dire, ah ben non, je refuse et s'en aller. Ouais. Moi, je mets ça aujourd'hui dans le bail, mais ça devrait être pareil un peu partout, dans tes produits, dans tes services, quand tu es freelance, et dire, je fais l'augmentation automatiquement au 1er janvier, tous les ans. Ouais. C'est dans mon contrat. Et en fait, tu as 2%. Parce que qu'est-ce que j'ai vu moi de l'autre côté, c'est que quand je voulais augmenter un loyer, je le faisais pas pendant... En plus, ça va vite, hein, les années, elles défilent, tu le fais pas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Je louais un truc à 2000 € par mois, tu l'as pas augmenté pendant 5 ans. Tu veux le passer à 2100 ou 2200, ça devait être, mais bon, 10%. En fait, il te dit, mais t'as fumé. Hein. Ouais. 2200, jamais je paye ça. Alors que tu l'aurais fait au fur et à mesure, il te dirait, c'est normal. Ouais. Il aurait rien vu, stratégie des petits pas. Ouais. Super. Faut quand même avoir du culot. Alors celle-là, elle est vache parce que tu me fais sortir un truc de mon... Horrible. INSAF. Disclaimer, ce ne sont pas les paroles de Mathieu, c'est juste il joue un rôle. Affreux. Non mais tu sais, en plus, si on le met sur les réseaux sociaux, on va couper ce qui a été dit avant. Donc, INSAF. J'ai bien vu ce petit ventre qui est venu ces derniers mois. Ce n'était pas que du chocolat. Ce n'était pas que du chocolat. Tu vas partir en congé mat dans 2 mois. Tu oses me demander une augmentation? C'est pas sérieux, ça. Alors, je suis désolée que tu le prennes de cette manière, Mathieu, mais en fait, tu sais, cette augmentation demandée, elle est basée sur N-1. Et donc, je pars en congé maternité dans 2 mois, c'est-à-dire dans le futur. Donc là, je te demande une augmentation par rapport au travail qui a déjà été effectué, pas au travail à venir. Et je pense qu'il est légitime, au vu de mon périmètre d'activité et de ma contribution générale à cette équipe et cette entreprise, que je sois augmentée pour cette année pour le travail effectué. Moi, ce qui me concerne, c'est que je te paye en N+1. Je vais te payer sur les prochains mois, et puis pendant que tu seras en congé, ça va être compliqué pour moi.
Alors non, encore une fois, c'est un problème de perception. Tu me payes sur le travail effectué et tu ne me payes pas sur le travail à venir. Et de toute façon, comme tu le sais et comme tu connais mon engagement, c'est juste la juste reconnaissance de mon travail à sa juste valeur. Là, c'est hyper intéressant, tu vois, parce que moi, j'ai plein de clientes qui viennent me voir et qui me disent « Je ne peux absolument pas demander d'augmentation de salaire alors que je pars en congé maternité. » Et c'est un vrai sujet, un véritable sujet. Et en fait, c'est faux. Déjà, tu peux tout demander. C'est pas sûr qu'on accepte, mais tu peux déjà le demander. Et tu peux demander une augmentation alors que tu pars en congé maternité, parce que, en fait, l'augmentation que tu as en année N, elle est basée sur le travail que tu as fait en N-1. Donc, il est complètement entendable et audible de dire, vu tout le travail que j'ai fourni, il est légitime pour moi d'obtenir une augmentation cette année. Et si la personne te dit, ouais, mais tu vas partir l'année prochaine, etc. Oui, mais moi, je te demande une augmentation pour cette année, pour le travail qui a été effectué. Le travail qui va arriver, ça, je le ferai l'année prochaine et on en parlera l'année prochaine. Mais en fait, si tu veux, je peux pas avoir la double peine où je suis pas augmentée pour le travail que j'ai effectué, pour la simple et bonne raison que je vais partir 4 mois. Un congé maternité, c'est 4 mois. Max. Après, tu me demanderas une augmentation après, au retour des congés maternité aussi ? Oui, je te demanderai une augmentation, Mathieu. True story. Je te demanderai une augmentation. Mais ça, c'est pareil. Pour les femmes qui sont parties en congé maternité et qui rentrent de congé maternité, déjà, il y a une chose que vous devez savoir. Votre employeur est obligé de vous augmenter. C'est un article, oui. C'est un article du Code du travail qui impose aux employeurs d'augmenter les femmes en retour de congé maternité. Mais cette augmentation-là, elle est obligatoire. Elle se détermine de cette manière si l'employeur a augmenté d'autres personnes de votre même statut et sur votre même poste. C'est-à-dire si toi et moi, on est dans la même équipe et que notre employeur t'a augmenté toi. Quand je dis qu'on est dans la même équipe, on a le même statut, on fait le même travail, on a la même classification et qu'il t'a augmenté toi de 5%, il est tenu de m'augmenter moi aussi de 5%, ou s'il a augmenté plusieurs personnes, de faire la moyenne des augmentations et de me donner le résultat de la moyenne. Super intéressant. Je te donnerai l'article du Code du travail. Et sur un congé paternité ? Alors, il faudrait regarder, mais je ne pense pas que ce soit valable pour le congé paternité parce que les mères et les pères ne sont pas logés à la même enseigne d'un point de vue droit du travail. Les pères ont de mémoire 28 jours de congé paternité et les femmes, le délai légal, c'est 2 mois et demi. Et après, on a 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois. Donc, on n'est pas du tout logé à la même enseigne. D'où l'intérêt d'être logé à la même enseigne. Malheureusement, les résultats de la société ne sont pas bons, INSAF. Je sais. Et il m'a fallu beaucoup de courage pour verbaliser cette demande et la vocaliser, Mathieu. Je sais qu'ils ne sont pas bons, néanmoins. Pour moi, il est très important d'être reconnu à ma juste valeur. Je sais que c'est compliqué financièrement, mais je pense qu'on peut aller travailler ensemble et co-créer une solution du côté des avantages en nature. Qu'est-ce qui est possible pour toi du côté des avantages en nature ? Moi, aujourd'hui, à date, ce qui est important pour moi, c'est d'être présente pour ma famille. Et du coup, j'aimerais avoir mon mercredi après-midi. Est-ce que c'est quelque chose de possible ? On revient sur d'accord. Et avantages en nature, il y aurait d'autres choses ? Ouais, il y a plein de choses. Tu as les formations diplômantes. Ouais, d'accord. Tu as le 4/5e rémunéré au taux plein. Lui, c'est mon préféré. J'en parle tout le temps parce que concrètement, c'est 20% de salaire en plus, indolore financièrement et fiscalement pour l'entreprise et pour la personne. Parce que ce qu'il faut savoir, moi, c'est ce que je répondrai à quelqu'un là-dessus, la première chose, c'est OK, mais en revanche, vraiment, tu viens pas me dire après, je suis passé au 4/5e, j'ai pas le temps. Ah bah évidemment, on est d'accord. Tu fais le taf, quoi, je m'en fous. Évidemment. Et la réalité... Non, mais la réalité, Mathieu, c'est que tu vas jamais tenter le diable. Ils m'entendent dire ça, ils te disent, attends... Non, mais une inspection du travail, il n'y a rien à dire, tu es dans ton droit, tu défends ton intérêt. Et donc, effectivement, si tu as en face de toi quelqu'un qui travaille pas, qui arrive pas déjà à faire ce qu'il a à faire et pas beaucoup à faire en 5 jours et qui te demande un 4/5e, ça sera non. Mais ça revient à la même chose. Est-ce que déjà tu es légitime dans ta demande ? Si tu es légitime dans ta demande, c'est OK. Si tu as l'habitude et tu peux apporter la preuve que quoi qu'il, tu remplis toujours ton travail et tu fais toujours le taf, jamais ton employeur te dira non. Il aura peut-être des difficultés, il va peut-être y aller à reculons, mais jamais il te dira non. Parce que tu peux lui apporter la preuve matérielle que le taf est déjà fait, bien fait, et plus que fait. Oh, il faut qu'on avance parce que j'en ai plein qui me plaisent là dans les prochaines, quoi. Mais bon, les fonctions support, c'est bien, tu fais bien ton taf, INSAF. Mais tu sais, tout ce qui est comptable, juridique, tout ça, ça coûte, ça rapporte rien à la boîte. Je peux pas, tu vois, soyons raisonnables. Autant les commerciaux et puis les gens qui produisent, je peux les augmenter, mais fonction support, vas-y, t'es un coup, quoi. Alors, je comprends, Mathieu, mais tout est une question de perception. Je ne suis pas un coût puisque je te permets de réduire tes coûts, donc je te fais gagner de l'argent. Je ne crée pas de l'argent, effectivement, comme en font les commerciaux, mais ce que je te permets de faire, c'est d'en gagner. Donc, j'en crée de manière
invisible. Alors là, il faut balancer de l'exemple concret. Là, il faut balancer l'exemple concret. Déjà, pour expliquer aux gens les fonctions, ceux qui connaissent pas trop, qui sont pas dans les grosses boîtes, qui ont pas tout le verbatim, les fonctions support, c'est toutes les fonctions qui ne génèrent pas de la richesse, qui sont un poste de coût. Les RH, les fonctions juridiques, les services généraux, on peut y aller comme ça très longtemps. Généralement, c'est pas ceux qui sont perçus comme les stars de la boîte, et pourtant... Et pourtant, voilà. Et pourtant, je ne sais pas combien de RH ont fait gagner des sous à leur entreprise en refusant des augmentations de rémunération, par exemple. Vicieux. Des directions juridiques en évitant des énormes procès. Exactement, des directions juridiques, voilà, en évitant des énormes procès, en sécurisant, enfin, en réduisant le risque juridique au maximum, le risque réputationnel au maximum, etc. Donc il y a, en fait, dans une entreprise, tu as les commerciaux qui sont la vente, qui clairement vont chercher de l'argent. Donc c'est un peu cueilleur, cueilleur, chasseur, machin. Donc c'est les chasseurs, et tu as les cueilleurs, donc les fonctions support, c'est celles qui sont là pour préserver l'argent de l'entreprise, éviter à l'entreprise de perdre de l'argent, notamment les services achats, je pense aux services achats, éviter à l'entreprise d'en gaspiller, éviter que les postes de coût n'explosent. Et ça, c'est les fonctions support. Elles sont là pour supporter la création de richesse. Et en fait, quand ton boss te dit « Ouais, mais t'es une fonction support, tu me génères pas de l'argent, moi, je suis obligé d'augmenter les vendeurs, les commerciaux parce que eux, ils vont me générer de la richesse », en fait, c'est une mauvaise perception, encore une fois, de ta valeur et ton travail. Oui, tu n'as pas je n'ai pas créé de l'argent, mais qu'est-ce que j'ai travaillé et ô combien mes compétences t'ont permis d'en gagner et de ne pas en perdre, en fait. Et donc ça, c'est le meilleur argument pour shifter la position de ton employeur. Il va falloir le secouer si en plus c'est un bon négociateur. Bon, Insaf, on est très fiers de toi. Tu passes directrice maintenant. Bravo. Merci. On est vraiment... c'est extra. J'ai toujours dit que je croyais beaucoup en toi. Et je suis ravi de pouvoir, tu vois... aujourd'hui contractualiser tout ça. En revanche, tu vois, les augmentations, là, on est au mois de septembre. Généralement, comme tu le sais, c'est fin janvier. Donc, on en reparle à ce moment-là. D'accord ? C'est cool. Ça te va, non ? Bah, déjà, merci Mathieu. Je suis extrêmement touchée de ta reconnaissance. Tu peux me faire confiance, de toute façon, tu sais. Ouais. Et je sais que je peux te faire confiance. Alors là, juste, c'est hyper intéressant parce que Mathieu, qui est dans le rôle de cet employeur, qui active la corde de l'émotionnel. Un pervers. Non, pas forcément pervers. Non, pas forcément pervers. Non. T'es peut-être très... En fait, encore une fois, c'est pas malveillant. Chacun utilise les cartes qu'il a entre les mains. Et des fois, les cartes qu'on a entre les mains, c'est l'aspect émotionnel. Parce que toi, tu sais que tu ne peux pas, à date, le faire. Donc, ton objectif, toi, employeur, c'est t'assurer que la personne en face accepte le statu quo et continue de travailler comme avant et peut-être plus. Tu vas changer ton petit profil sur LinkedIn, c'est déjà vachement bien. Tout le monde va applaudir. On dit à personne que t'es pas augmenté. On se débrouille dans 6 mois. Et voilà, et tu vois, et donc il apporte en contrepartie cette validation externe. Ce qui, cela dit, a une valeur aussi, je veux dire. Hein. Donc tu peux l'accepter, Insaf. Et ça a de la valeur aussi, je suis d'accord avec toi, ça a complètement de valeur le titre. Et donc moi, c'est d'ailleurs ce que je conseille à mes clients et mes clientes. Je leur dis, écoute, en fonction de ce que tu veux, dans quelle tranche de vie tu es, qu'est-ce que tu veux à date ? À date, moi, ce que je veux, c'est passer au niveau supérieur pour pouvoir gagner en compétences, gagner en expertise et dans 3 ans, horizon 3 ans, 5 ans, me revendre. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux ? Et donc aujourd'hui, à date, j'ai pas forcément besoin de thunes. J'ai besoin, par contre, de cette expérience et de ce titre-là. Parce que si aujourd'hui, je suis pas directrice juridique, je risque pas de l'être dans 5 ans ou dans 3 ans. Il me faut ce titre-là. Donc je passe directrice juridique. Dans 3 ans, je gagne en expertise, je gagne en expérience. Dans 3 ans, je peux revenir à la charge. Soit déjà tous les ans, tu peux revenir à la charge, mais surtout, tu peux aller te remettre sur le marché du travail et là, faire 30-40% d'augmentation directe. Okay. Pour en revenir, pour pouvoir que je te donne la réponse à cette question-là. Alors, écoute, Mathieu, j'entends que tu puisses la période des avancements professionnels, comme on appelle ça, est passée, et que du coup je n'aurai une augmentation que dans 6 mois. C'est ok, c'est la procédure de l'entreprise et je vais pas y revenir. Je suis très contente d'être directrice. En revanche, c'est très important pour moi aussi de me sécuriser. Je sais que je peux te faire confiance, c'est pas du tout la question, c'est pas ta confiance qui est en remise en question. En revanche, je sais que les choses peuvent changer et changer très vite. On est dans un monde qui bouge énormément vite et dans ce cas-là, j'aimerais juste qu'on mette en place un avenant avec les RH pour dire que mon augmentation de 10% sera effective dans 6 mois. Est-ce que ça t'ennuie ? Oui, on n'est plus sur la confiance, on est sur le concret. Très bien. Je voudrais d'abord voir, tu vois, ça me va dans l'idée, mais je voudrais d'abord voir si tu es vraiment capable d'assurer ces nouvelles responsabilités.
Comme ça, dans 6 mois, on aura tout ça en fonction de tes résultats. À ce moment-là, on verra si on peut t'augmenter. Alors, encore une fois, moi je pense, Mathieu, que si aujourd'hui tu m'as promu directrice, ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est parce que tu sais que je peux remplir le rôle et que je peux le remplir très bien. Tu peux pas faire ça entre toi et moi. Tu sais comment ça se passe depuis des années. Tu sais que je peux remplir le rôle. Tu sais que j'ai les capacités, que j'ai les compétences pour remplir ce rôle-là et le remplir très bien. Si vraiment, donc moi j'aurais tendance à te dire, Mathieu, cette promotion doit être suivie d'une augmentation, et ça c'est quand même classique, et je suis pas en train de secouer le cocotier, c'est quand même la base. Donc c'est normal, je demande pas quelque chose d'extraordinaire, c'est plutôt très ordinaire d'avoir une augmentation qui suit une promotion. Et j'entends aussi le fait que tu ne puisses pas m'augmenter dans 6 mois parce que c'est la période des avancements professionnels qui est clôturée et qu'il faut attendre les 6 prochains mois. Donc je t'ai proposé l'alternative de faire un avenant dans lequel l'augmentation de 10% est effective dans 6 mois. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais aussi que tu fasses un pas de côté. Tu me demandes de te faire confiance. Un pas vers moi, plutôt. Tu me demandes de te faire confiance. J'ai aussi besoin que tu me fasses confiance. Tu sais pourquoi tu m'as promu. Continue à me faire confiance. Tu ne seras jamais déçu. Dans 6 mois, ça sera toujours la même. Tu seras toujours très satisfait de moi. Et vraiment, dans 6 mois, si tu n'es pas satisfait, on pourra remettre les choses, mettre en place un nouveau deal. Mais tu me demandes de te faire confiance. Je te demande à mon tour de me faire confiance. Oui, mais tout ça, c'est pas le moment, fallait en parler avant. Tu vois, c'est très intéressant là, parce que si quelqu'un en face de vous vous demande de lui faire confiance, il n'y a aucun problème, faites-lui confiance, mais retournez-lui cet argument. Tu demandes de me faire confiance, je te demande de me faire confiance. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un rapport de collaboration où on avance tous ensemble. Maintenant, si tu continues et tu me dis « ouais, mais c'est pas le moment, etc. etc. » Là, c'est que tu n'as pas envie et que tu bougeras pas. Il faut aussi savoir, le truc le plus important dans une négo, c'est savoir à quel moment votre interlocuteur ou votre interlocutrice a atteint son point de rupture. Il ferme la porte, voilà. C'est qu'après ce moment-là, tu peux continuer à parler autant que tu veux. Au mieux, il t'écoute pas. Au pire, tu commences vraiment à l'agacer. Tu vas envenimer la situation. Voilà. Ouais. Et comme tu es dans une relation de travail, soit parce que c'est ton client en face, soit c'est parce que c'est ton employeur, donc ton client principal, en fait, tu n'as pas envie d'envenimer la relation. Donc là, moi, je sens à ce moment-là que toi, tu as atteint ton point de rupture. Tu ne veux pas, en fait. Et il faut que je l'entende. Et il faut que je mette ça en parallèle avec dans quelle situation je suis. Est-ce que on recommence? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je veux? Comment je demande pour obtenir? Dans le qu'est-ce que je vaux? Est-ce que déjà je suis rémunérée à ma juste valeur? C'est la fourchette en dessous? Ok. Qu'est-ce que je veux? Moi, je veux ce poste de directrice. Parce que aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est pas l'argent. C'est d'avoir le titre pour pouvoir me revendre dans 3 ans, dans 5 ans. Je veux le titre. T'es freelance, tu veux bosser pour Dior, pour Nike ou pour LVMH parce que c'est des belles marques et que ça rentrera dans ta galerie des trophées. Exactement. Donc. Et en plus de la galerie des trophées, enfin tu vois, le client appelle le client. Dior appelle le Chanel. Chanel appelle le Balenciaga, appelle tous les trucs LVMH, etc., etc. Donc si tu mets dans ton site internet que tu travailles pour Dior, c'est super bien. Donc qu'est-ce que tu veux? Mets-moi une petite recommandation sur LinkedIn. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Encore une fois, donc qu'est-ce qui est le plus important à date pour toi? Et à ce moment-là, tu clôtures la discussion parce que tu sais que, voilà, ce que tu veux a été obtenu. Le plus pour toi, ça serait d'obtenir l'augmentation de rémunération. Il s'est mis d'accord, vous vous êtes mis d'accord de l'avoir dans 6 mois et de faire un avenant. S'il n'est pas d'accord pour l'avenant, on a un accord verbal et moral dans 6 mois, tu revas le voir dans 6 mois. Et si dans 6 mois, il te dit « Non, INSAF, j'ai pas envie, arrête avec cette histoire-là, je peux pas t'augmenter », tu sais où t'en tenir. Tu continues encore pour atteindre ton objectif au bout de 3 ans sur le poste. C'est à ce moment-là où communément on pense que tu as suffisamment appris et que tu peux vraiment te revendre. Tu te revends et tu fais 40% d'augmente, ou 30% ou 20%. Et en attendant, voilà, tu t'apprends. Et là, tu n'as pas perdu. Tu as fait un investissement en toi. C'est différent. Bon, INSAF, c'est super, mais t'es en CDD. Tu sais, nous, on a cette politique, on n'a jamais, on n'augmente jamais, on n'augmente jamais les CDD. Voilà. Alors, j'entends. Mais la problématique, c'est que quand tu m'as embauché, moi, j'étais pas au fait des réels prix du marché en termes de salaire. Et en fait, tu m'as embauché à 25K par an, alors que la juste valeur d'un profil comme le mien, pour les tâches qui me sont confiées et mon périmètre de travail, c'est entre 30 et 40K. Donc en fait, moi, mon objectif ici, c'est juste d'être au moins rémunéré à ma juste valeur. Tu comprends? Non, je comprends pas. Et si c'est la réalité, en fait, l'interlocuteur, il va se dire « Ah bah oui, mince, je l'ai eu pas très cher ». Donc là, l'interlocuteur, il va se dire « Bon, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? De la garder, parce qu'effectivement, elle fait du bon travail, ou de la laisser partir,
et de reperdre du temps, de l'énergie et de l'argent à retrouver quelqu'un qui fera peut-être pas l'affaire. Et à l'inverse, quand t'as quelqu'un qui je te balance, t'es déjà trop rémunéré. Tu vois, il y a personne dans le secteur qui gagne à cette hauteur. Là, tu demandes plus. T'abuses. Encore une fois, on fact-checking. On vérifie les faits. Est-ce que c'est vrai ? D'où tu tiens cette information, Mathieu ? Parce que moi, j'ai refait mon benchmark. Je peux t'apporter les preuves de mon benchmark. Je ne suis pas surrémunérée par rapport au marché. Et si c'est le cas, là, c'est hyper intéressant. On va partir sur le fait où, effectivement, je suis payée 100 alors que, normalement, la fourchette de marché, elle est entre 60 et 70. Oui, mais Mathieu, effectivement, tu me payes 50% de plus. Voilà, 50% de plus que les autres sont payés sur le marché. Mais je t'apporte 50% de plus d'argent chaque année. Mais ma performance est 50% plus performante que le reste de mes collaborateurs et de toutes les personnes que tu peux trouver sur le marché. Les personnes, tu me payes pas pour rien. Tu me payes parce que tu sais que c'est un investissement qui va te ramener à minima 2 fois plus. Aujourd'hui, j'ai fait les calculs, je te rapporte 5 fois plus. Je veux ma part du gâteau. Et la prime, alors, parce que là, je me dis, en fait, moi, j'ai fait ça, d'ailleurs. C'est pourquoi je suis arrivé sur la prime. Ce que tu me dis là, c'est que je l'ai fait la seule fois où j'ai été salarié, c'était il y a 20 ans. Et en fait, je tirais sur la corde à fond. Et puis, je disais, finalement, à la fin, ouais, je suis payé plus. Mais en fait, regarde, si tu m'augmentes, je me mets encore plus de presse. Puis le jour où ça ne fonctionnera plus, bah, tu voudras me dégager. Ouais. Mais j'assume, en fait. J'assume. Ouais, moi, je suis là. Je suis là depuis le début, je serai toujours là, donc tu me payes plus. Et par moments, on négociait surtout sur des primes et des choses comme ça. Une prime, ça se négocie pareil. Si, tu vois, je te dis, bah, Insaft, ouais, super, vraiment, tu as fait un super travail, tu me demandes une prime. Mais là, vraiment, c'est pas le moment. Alors, on va reprendre l'exemple du congé maternité. Tu te rappelles, dans le congé maternité, l'objection c'était, mais attends, tu t'es quand même culotté, tu me demandes une augmentation à date, mais tu pars en congé mat dans 2 mois. Et moi, je t'avais répondu, oui, mais moi, je te propose de regarder ce que j'ai accompli l'année dernière, puisqu'aujourd'hui, on parle du travail qui s'est écoulé, que j'ai réalisé l'année dernière en N-1, alors qu'aujourd'hui, on est en année N. En général, des fois, ça coince, parce que effectivement, la personne va dire, ouais, mais attends, je vais augmenter ton salaire fixe, mais attends, l'année prochaine, tu seras absente 6 mois, tu vas partir en congé mat 6 mois, donc moi, si je t'augmente aujourd'hui, en fait, le calcul est mauvais. Ce que tu peux faire, c'est demander une prime. Ok. Donc, pour toi, il te semble que ces efforts-là ne sont pas pérennes. Tu ne crois pas en leur pérennité. Moi, je te demande quand même de récompenser l'effort que j'ai fait parce que cet effort-là, il se traduit en chiffrable pour toi. C'est pas juste un effort où tout le monde est content et tout le monde se tape dans le dos. Moi, je te propose de me donner une prime de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, tu chiffres la prime pour reconnaître le travail que j'ai effectué l'année prochaine. Et puis à mon retour de congé maternité, si en 6 mois j'arrive à faire les mêmes résultats que j'ai fait en 1 an, bah là on parlera d'une augmentation du salaire fixe. Là t'es dans une vraie discussion. Là t'es dans un vrai échange. T'es pas en train de subir tes forces de proposition et tu connais ta juste valeur et tu sais la verbaliser. Tu vois ? Je vois. Tu m'as parlé pas mal des auto-entrepreneurs, ce sont des cas d'usage intéressants que tu dois traiter pas mal, parce qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Les primes, ça fonctionne. Moi, j'ai jamais donné à des freelances ou des auto-entrepreneurs des primes, ça n'a jamais trop fonctionné. Ça t'arrive ? Tu as déjà vu ce cas d'usage ? Oui, on peut avoir un cas d'usage comme ça, mais on est dans des relations qui sont hyper longues. Je te prends l'exemple de mes 2 OBM que j'adore et que je salue, Lucille. OBM. Ouais. Alors attends, OBM c'est Operational Business Manager. Okay. C'est les 2 filles qui vont programmer mes posts quand je suis en vacances ou même quand je suis pas en vacances, qui vont monter mes podcasts, qui font des assistantes virtuelles, plus. Okay. Qui vont faire des shorts, etc., etc. Elles, l'année dernière, j'étais hyper contente de leur travail. Ça fait 1 an qu'elles me suivent. Non, ça faisait un peu moins d'1 an qu'elles me suivaient. J'ai fait une bonne année. Je leur ai filé une prime. Je n'étais pas censée la filer. C'est pas dans le deal. C'est pas forcément la coutume. Mais elles sont là, j'espère, pour longtemps. Je veux les sécuriser pour longtemps. Je les aime bien professionnellement parce qu'elles font du bon travail et elles me permettent de rayonner correctement. La réalité, c'est que mon chiffre d'affaires, je le fais pas toute seule. J'aimerais me dire que je le fais toute seule. Mais la réalité, c'est si je le fais. Je suis sûr que tu n'aimerais pas dire que tu l'as fait toute seule. Non, mais tu sais, j'ai un mouvement d'ego qui te dit non, mais attends, c'est quand même moi qui me casse la nénette, qui fait ci, qui fait ça, etc. Mais si derrière, j'ai pas tous les systèmes qui permettent de mettre en valeur au maximum mon travail, non, en fait, tout ce que je fais, ça part aux oubliettes. Donc, pour moi, c'est très important de partager. Et c'est mes valeurs aussi à moi. Et donc, j'ai partagé la valeur en leur donnant une prime à toutes les 2. Ça, c'est un cas pour les freelances qui travaillent. Je pense notamment à ceux qui travaillent avec des infopreneurs ou des infopreneuses. Si ça fait 1 an, 2 ans que vous travaillez avec le même infopreneur ou infopreneuse et que à chaque fois il ou elle fait des très bonnes années, vous pouvez demander une prime.
Mais bon, des freelances comme vous, attends, t'es sympa, tu me donnes une prime, mais moi j'en trouve. Je vais sur Malte, il y en a 50. Tu es sûr de ça? Tu vois, je m'arrête juste là-dessus. Attends, je connaissais pas le mot OBM, je tape OBM sur Malte, j'en trouve plein, INSAF. Et là, c'est très bien parce que là, du coup, quand tu me dis ça, t'as deux choses qui se passent en moi. Et qui se passent en général. C'est hyper offensant de dire ça. Moi, je le ferai jamais. Moi non plus, mais faut vraiment tomber sur quelqu'un qui est soit un prédateur économique, soit quelqu'un pour le coup qui n'a pas de difficulté à défendre ses intérêts griffe devant, quoi. Mais la réalité, c'est quand quelqu'un vous dit ça et vous êtes. Regarde, déjà, là, j'ai juste tapé OBM Paris, 13 freelances disponibles à Paris. Voilà, tac. C'est 300 € par jour, 400 € par jour, 220 € par jour. Alors, la personne, quand elle te dit ça, son objectif, c'est de te piquer et de te faire perdre confiance en toi hyper rapidement. Et la preuve, tu continues très bien puisque tu es tout de suite parti regarder et tu m'as tout de suite donné les prix. Donc, tu es à fond dans le rôle. L'objectif pour toi, c'est que ma valeur perçue baisse et que moi, je commence à me sous-estimer ou, entre guillemets, je commence à avoir un peu des doutes sur la qualité de mon travail, la qualité de mes compétences, etc. Ce qu'il faut répondre à quelqu'un qui te dit ça, la première chose à lui dire, c'est lui renvoyer le gaslighting. En lui posant une question, est-ce que tu es sûr de toi? Bah ouais, je suis sûr, INSAF, regarde. Je viens de taper, il y a 10 OBM. Est-ce que tu es sûr de la qualité de leur travail? Bah, elle est super bien notée. Hein. Elle est super bien notée, mais est-ce que tu es sûr de la qualité du travail? Est-ce que tu es sûr, Mathieu, qu'en me perdant moi, tu ne vas pas perdre plus de temps, d'énergie et d'argent à recruter quelqu'un, à le tester, à le former et à t'assurer qu'il travaille bien et qu'il délivre? Oui, INSAF, je suis sûre de ça. Dans ce cas-là, je t'en prie, vas-y. Et là, c'est un coup de poker que tu fais. Mais la réalité, c'est qu'il y a quelque chose que j'enseigne toujours à mes clients et à mes clientes. Il faut quitter la table des négociations quand le respect n'est plus servi. Parce que quelqu'un qui te gaslight de cette manière, qui est offensant de cette manière, son objectif, c'est de réduire ton estime de toi autant et de cette manière, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit un prédateur économique. Et le prédateur économique, il y en a plein, ou des prédatrices économiques d'ailleurs, leur objectif, ce n'est pas de bosser avec vous. Leur objectif, c'est de profiter de vous. Donc, ils auront toujours toutes les bonnes réponses pour essayer de vous faire bosser au moindre coût, au plus bas coût, ou idéalement même gratuitement. Donc, ces personnes-là, une fois qu'il y a plusieurs red flags qui viennent se montrer, une fois qu'ils font tomber le masque et qu'ils se dévoilent, vous partez en courant. N'essayez pas de les raisonner, c'est pas votre job, vous n'êtes pas leur psy. N'essayez pas d'argumenter, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie et votre argent. Partez en courant, laissez-les croire ce qu'ils veulent. Et même des fois, ils vont revenir à la charge s'ils le font pour vous dire « Ah non, mais finalement, tu vois, je t'aime trop, t'es cool, bon, je veux bien que tu bosses pour moi finalement. Mais par contre, blablabla. Bla, bla, bla. » Partez quand même. Vous n'aurez rien à gagner avec ces personnes-là. C'est marrant, j'ai des gens qui me remontent complètement à la tête quand tu me dis ce genre de trucs. Bon, vous êtes un peu trop cher pour nous. Je reste sur le freelance là-dessus. Tout ça, ça fait un peu cher la minute quand même. Enfin, quand tu regardes par jour, c'est quoi 700, 600 € par jour. Tu bosses combien d'heures dans la journée? Même pas 6 heures. Ah bah ça 100 dépend. balles de l'heure? Oui, effectivement. Je demande une rémunération de 100 € de l'heure. Hors taxe, évidemment. Hein. Donc 120 €, toute taxe comprise. Par rapport à qui et par rapport à quoi? Là, cette objection, elle est hyper intéressante, Mathieu. Parce que en fonction des clients ou du prospect que tu as face à toi, un des premiers mouvements qui est plutôt naturel et qui n'est pas pour autant offensant, hein, c'est quelque chose, une objection qu'on a souvent quand on est freelance, c'est « Waouh, vous êtes cher !» Ils disent pas ça par méchanceté. Des fois, c'est une technique de négociation par des négociateurs ou des négociatrices en herbe pour essayer de réduire le coût. Mais encore une fois, l'art de la négociation, soit tu le maîtrises, soit c'est quelqu'un d'autre qui le maîtrise contre toi. Donc là, nous, on veut le maîtriser et nous, on le maîtrise. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va questionner. Par rapport à qui et par rapport à quoi je suis trop cher? Ah, vous êtes trop cher parce que moi, j'ai eu 2 de vos concurrents, ils m'ont dit qu'ils faisaient 50% de moins que vous. Vous êtes sûr de ça? Oui, 50% de moins que vous. D'accord. Aidez-moi à comprendre. Est-ce que c'est une question de budget ou c'est une question de valeur perçue de mon travail? En termes de budget, c'est 500 € max. On peut pas aller plus. Vous nous demandez 1500 €, c'est pas possible. Ok, c'est une question de budget alors. Donc, ce n'est pas la question de la valeur perçue de mon travail. Non, on comprend que vous pratiquez ce type de prix, on connaît la qualité de votre travail, etc. Mais nous, on n'a juste pas le budget.
Ok. Donc moi, ce que je vous propose, c'est au lieu de faire A plus B plus C, on va réduire la prestation et on va juste faire A. Et si A vous satisfait, on pourra aller petit à petit vers B et vers C. Est-ce que ça vous va ? Ah oui, pourquoi pas, je vais en discuter, on va voir. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, quand on demande est-ce que c'est une question de valeur perçue ou est-ce que c'est une question de budget ? C'est de valeur perçue, vraiment, vous placez, vos tarifs sont hyper hauts, vraiment, nous, on n'a pas le sentiment, ok, d'accord, vous fournissez de la qualité, mais la qualité à ce prix-là, je pense pas que ça les vaille. Alors, sachez que pour mon niveau de qualité, la prestation, c'est une prestation qui est A. Moi, dans le A, en fait, vous ne voyez que le A, mais il y a le petit A, le petit B, le petit C. Et là, vous détaillez votre prestation pour aider votre client, votre prospect à comprendre qu'est-ce que vous mettez dans ce prix-là. Vous la détaillez au maximum pour essayer de lui donner le maximum de visibilité sur la valeur, la réelle valeur du produit ou du service que vous lui fournissez. Et vous finissez en lui disant, vous savez, un sac est un sac au final, mais un sac Shine et un sac Chanel, ce n'est pas la même qualité. Moi, je vous propose du Chanel. Et comme pour le Chanel, le prix est au niveau de la qualité. Alors, ce qui est important là-dessus, en revanche, si je puis me permettre, c'est d'être dans la vérité. C'est-à-dire que, en effet, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as des gens... par exemple, je l'ai vu dans des freelances, tout ce qu'on dit aujourd'hui chez vous, c'est aussi de l'assumer derrière. Quand tu es, toi, en position de prestataire, dire je livre du Chanel, mais qu'en fait, tu livres du Tati ou du Monoprix ou du Shine, en fait, ça va pas. Donc, à un moment, il faut être droit dans ses bottes là-dessus. Et c'est hyper important parce que tout ce qu'on dit tout à l'heure, ce que j'aime dans la manière dont tu approches, c'est que tu te mets toujours dans la compréhension de l'autre, de ta contrepartie, de counterpart, comme on dit. Mais lui, il faut quand même être certain que quand il t'entend, moi j'ai eu des gens en face de moi qui me disaient des trucs, tu vois, qui étaient forts, quasiment, enfin qui avaient lu tes livres ou je sais pas, ils me disaient des trucs et je me disais mais complètement à côté de la plaque en fait. Il était en train de me dire qu'elle vend du Chanel, je suis vraiment dans un truc qui est enfin, oui, Monoprix, on est sur du Lidl quoi les gars. Quoi. Alors il y a plein de pipoteurs, il y a plein de pipotrices. Moi, évidemment, mes clients, c'est pas des pipoteurs, c'est pas des pipotrices. Et moi, j'apprends pas à jouer de la flûte, en fait. J'apprends juste à aider les personnes à intégrer leur valeur, leur juste valeur, la verbaliser, l'assumer, la défendre, etc. Évidemment, si tu annonces du Chanel, tu as putain d'intérêt à faire ton truc, mais le doigt sur la couture, quoi. Tu vends ton truc, effectivement, tu as ta prestation, mais tu as le service client. Enfin, c'est tout un système qui est un système où tu mets j'ai une de mes clientes qui s'appelle Noa Delafi, qui fait beaucoup de négociations commerciales, et elle te parle de l'effet spa. C'est tu mets ton client dans un cocon, vraiment. Parce que c'est le prix qui va avec. Ton client, quand il t'envoie un mail, tu lui réponds limite dans la minute, tu vois. Tu vas pas lui répondre 3 jours après en lui disant « Ouais, mais j'ai pas le time ». Je pense notamment aux avocats qui te font galérer quand ils te font payer des frais incroyables, des honoraires incroyables, et derrière, quand tu leur envoies un email, ils te répondent 3 semaines après. Tu vois, oui, si tes honoraires sont hyper hauts, il y a le service qui va avec. Donc évidemment, l'idée, c'est de rester droit dans ses bottes. C'est pas de pipoter. Parce qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut dire aux gens. Que vous soyez salarié ou freelance. Le plus important, surtout quand vous êtes freelance, c'est de conserver vos clients. Parce que les clients que vous avez aujourd'hui, si vous les chouchoutez, si le service et le travail que vous effectuez pour eux est vraiment bon, que vous êtes compétent, qu'ils sont satisfaits de vous, etc., demain, quoi qu'il arrive, ils voudront vous garder. Parce que ça coûte beaucoup plus de temps, d'énergie et d'argent, et on le sait tous les deux, Mathieu, d'aller se lancer dans un process de recrutement que de maintenir quelqu'un en qui on a confiance et qui fait du bon travail. Et tu parlais du client toxique, du profiteur, comment tu l'appelais tout à l'heure, le prédateur économique. En fait, il y a aussi un truc qui est important, comme dans un... Alors là, ça peut être dans un CDI ou pour un freelance, mais c'est que chouchouter vos clients, chouchouter de temps en temps aussi vos employeurs ou des gens comme ça, parce que bosser dans un bon contexte, si tu arrives à être bien payé, à être bien augmenté, que toi tu bosses bien, c'est tellement plus cool, quoi. Moi, je sais pas si tu as déjà été dans des positions, moi j'ai des gens autour de moi qui sont des contextes affreux et qui n'arrivent pas à en bouger. Je sais pas si c'est du syndrome de Stockholm ou qui se disent... mais tu as envie de dire, mais arrête, en fait, la vie, elle est pas bien. Il y a un peu de ça, c'est un peu du syndrome de Stockholm, je pense, ouais.
C'est tellement courant. Ouais, c'est très courant. Effectivement, de la même manière, si t'es dans un... C'est pour ça que je disais, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Est-ce que c'est juste de la thune ? Dans ce cas-là, t'es un peu un mercenaire. Et t'es un mercenaire, quoi, on sait, tu l'assumes et c'est OK. Ouais. Mais si t'es autre chose qu'un mercenaire et que t'es bien là où t'es et qu'il n'y a pas toutes les cases qui sont cochées, mais que ton employeur face à toi est toujours prêt à essayer de rééquilibrer les choses pour que l'un dans l'autre se soit équilibré, t'as intérêt à rester avec lui parce que c'est pas toujours la même chose ailleurs. Et mercenaire, c'est OK. Dans ce cas-là, tu te mets dans un cas de figure où tu vas tout négocier au max, tirer sur la corde à fond, etc. Mais tu es toujours un peu seul dans ton truc parce que le mercenaire, en fait, il peut passer de la Russie à l'Ukraine, aux États-Unis, à la Chine et voilà, à la Corée du Nord. Tant que ça paye, c'est bien. Et puis, il y a l'esprit de corps, etc. Et de temps en temps, tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Donc, être dans un corps d'élite, dans une armée d'élite. Donc, c'est pas mal aussi. Et juste, si t'es mercenaire, il faut aussi que tu passes d'un camp à un autre et que là, si on pousse le parallèle au maximum où la personne n'a pas de valeur, etc., il y a le karma aussi. Il faut pas oublier qu'à force de faire n'importe quoi avec n'importe qui, que n'importe quoi et n'importe qui te reviennent sur la gueule. Ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. C'est vrai. Après, il y a des mercenaires qui peuvent être qui ont un peu de karma, etc. Mais en effet... Et c'est là où t'as le mercenaire, c'est vraiment le mercenaire sans foi ni loi. Voilà, je travaille pour le bien, pour le mal, j'en ai rien à faire. Et t'as la personne qui défend ses intérêts. Moi, je dis toujours, t'as toujours la voie du milieu. T'as pas juste Princesse Sarah qui se fait marcher dessus. T'as pas que la serpillière ou le paillasson et Cruella ou le mercenaire qui est là pour tuer tout le monde et juste pour ramasser de la thune façon Picsou. T'as aussi la personne qui défend ses intérêts et qui est pas prêt à se faire prendre pour un paillasson, mais qui a aussi quelques valeurs. Insaf El Hassini, espacé avec un H-A-2-S-I-N-I. Alors, le livre s'appelle 50 phrases pour négocier votre prochaine augmentation à 3,50 €. Alors, j'ai 2 remarques à faire là-dessus. C'est que, 1, vous n'avez pas le droit de ne pas l'acheter si vous êtes dans ces positions et que ça vous intéresse. Vous n'avez même peut-être pas le droit de ne pas l'offrir à 2 personnes autour de vous. Parce que, vous aurez 10 balles de dépenses pour probablement... s'ils sont augmentés, ils vous paieront un dîner, peut-être, sait-on jamais. Vous faites une petite dédicace au début, un dîner offert si jamais tu as eu ton augmentation. Moi, j'ai une autre remarque ou une question. Qu'est-ce que tu gagnes sur 3,50 €, toi ? Alors, c'est très intéressant parce qu'on va basculer sur un épisode façon Valentin Kretz. Et tu m'inviteras peut-être un jour dans Génération Do It Yourself, comme ça la boucle sera bouclée. De la visibilité. Voilà, l'objectif de ce livre, déjà, mon premier objectif, et la raison pour laquelle je l'ai fait à 3,50 €, c'est parce que mes prestations, mes conseils, mes services sont ultra chers. Ultra chers. Je le sais. La valeur de mon travail et la valeur de mes compétences sont infiniment performantes, éloquentes, efficaces, etc. Et du coup, moi, c'est vraiment du Chanel. C'est plus que du Chanel même, tu vois. Et du coup, je pratique des prix Chanel. Et j'avais toujours cette espèce de volonté d'apporter un contenu aussi qui soit accessible à ceux qui n'ont pas les moyens de payer du Chanel. Et c'est là où mes valeurs viennent s'interchoquer entre mes intérêts économiques. Et du coup, écrire ce livre-là, le mettre au prix de 3,50 €, vous n'avez plus le droit de dire que vous ne savez pas quoi répondre ou que vous ne savez pas quoi dire quand on vous pose une question ou comment faire pour négocier votre augmentation. C'est pas vrai. Maintenant, à 3,50 €, franchement, c'est que vous n'avez pas envie. La première chose. La deuxième chose, c'est un livre. Ça assied ma notoriété, ma légitimité et ma crédibilité. 3, ça me permet d'atteindre énormément de personnes qui ne me connaissent pas encore, puisque moi, ma cible, avant tout, c'est aussi les femmes, salariés, entrepreneurs freelance, parce que je suis à fond dans l'empowerment financier féminin. Et 4, en fait, à force de semer des graines, t'as un super beau jardin. Et ça fait partie d'une de mes graines. Le karma, les intérêts composés, c'est la même chose d'ailleurs. Moi, je vois les intérêts composés de la vie, c'est une forme de karma, mais c'est la même chose. C'est ta martingale, ça à toi, ou t'en as une autre ? J'en ai une autre, différente que le premier épisode. Ma martingale à moi, italo-tunisienne, Mathieu, c'est les bijoux. Ah, c'est vrai. J'ai adoré l'épisode avec Valérie Messica, que j'embrasse, que je salue. Je l'inviterai peut-être un jour dans ma juste valeur. Moi, la joncaille, les bijoux, tout ça, j'adore ça. Mon mari est dégoûté parce qu'à chaque fois, je lui coûte un bras. Mais voilà, c'est les bijoux, j'adore ça. Tu en revends ? Non, mais j'investis énormément dans les bijoux.
Parce que l'or, c'est une valeur refuge. Et historiquement, en Italie et en Tunisie, en fait, l'investissement des personnes, c'était de l'argent sous le matelas, mais c'était surtout de l'or. C'est pour ça que tu vois les grands-mères avec énormément de bracelets en or. Et moi, du coup, j'ai repris un peu ce truc-là culturellement. Je t'en veux pas, je dois aller chercher une nouvelle montre aujourd'hui. Bah voilà. Il y a un truc sur les bijoux, je pense, c'est les salles des ventes aussi. Moi, je connais des gens qui ont fait des affaires de ouf sur les salles des ventes. Tu peux aller toper des très beaux bijoux, il faut regarder un petit peu ça. Et tu vois, cette bague, typiquement, en 4 ans, j'ai fait x2. Donc aujourd'hui, c'est une bague qui vient de chez Tiffany's. Ok. Et je l'ai achetée aux États-Unis en 2018 à 1600 $, je crois. Et aujourd'hui, elle vaut 2006. Voilà. Tu vois. Donc aujourd'hui, si je voulais la vendre. Donc c'est un véritable investissement. Ne venez pas me cambrioler, s'il vous plaît, je ne suis pas Kim Kardashian. Voilà, faut avoir un coffre après. Mais voilà. On en a, tout va bien. INSAF, on te suit un peu partout, sur LinkedIn notamment, et puis évidemment sur ton podcast, donc Ma Juste Valeur. Merci d'être revenu, on achète ce livre et puis le précédent, disponible un peu partout, et puis offrez-le à 2 personnes autour de vous. Allez, merci, bisous, et puis à la semaine prochaine sur La Martingale. Partagez cet épisode aussi, allez, à 2 personnes autour de vous, 3. Si vous le faites maintenant, ça m'aide vraiment. La Martingale, c'est mon podcast chouchou. Je suis tellement content de pouvoir faire ça toutes les semaines, et on apprend vraiment plein de choses. Et pas que sur des choses très complexes, mais aussi, et j'essaie de les vulgariser tout le temps, donc aidez-moi s'il vous plaît. Allez, 3 personnes, mais même vos parents, mes parents se sont mis un peu à la martingale, ils sont contents, ça les intéresse, mais vos cousins, votre pote, votre copine, plus de femmes aussi dans la martingale. Allez, bisous, salut.